Salut la gang, bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation en partenariat avec TV78. Un numéro spécial enregistré au Canada et plus précisément à Montréal dans la province du Québec. Attachez vos tucs, voici le sommaire de cette émission. Zone Europe. Les liens entre le Canada et l'Union européenne, qu'ils soient politiques ou économiques, décryptage. Le Canada, un Eldorado pour les entreprises françaises et de nombreuses opportunités d'emploi. L'École nationale de cirque a un vivier créatif qui rayonne dans le monde entier depuis plus de 40 ans. Les destins du Canada et de l'Union européenne sont liés, notamment en matière d'échanges économiques et commerciaux, à travers le CETA, un accord de libre-échange entré en vigueur en 2017. Alors que se profilent les élections européennes, les résultats du scrutin seront particulièrement observés ici. J'ai rendez-vous avec Frédéric Guillaume Dufour, professeur en sociologie politique à l'Université du Québec à Montréal. Zone Europe. Monsieur Dufour, on va commencer directement par une question assez générale au sens large du terme. Quelle relation, quel lien existe-t-il entre le Canada et l'Union européenne? Donc, il y a une relation très forte encore aujourd'hui entre le Québec et la France, qui reste une relation historique, symbolique et très importante. Au niveau fédéral, donc au niveau de l'État canadien, la relation commerciale avec l'Europe est extrêmement importante. Donc, l'Europe est le troisième partenaire commercial du Canada. Au niveau politique, il y a également un contexte assez important qui est celui de la crise en Ukraine. Donc, le Canada est un partenaire de l'Ukraine. Le Canada s'intéresse aux positions de l'Union européenne sur l'Ukraine et se demande est-ce qu'une nouvelle élection pourrait amener un changement de donne en Ukraine. Et il y a d'autres domaines dans lesquels le Canada est très intéressé à ce qui se passe en Europe. Par exemple, le leadership que joue l'Europe dans le domaine climatique. Et en vue de la prochaine élection européenne, ça aussi, c'est un enjeu, un élément d'incertitude pour les Canadiens. Vous avez abordé le contexte en Ukraine. Le contexte géopolitique mondial, il influe justement cette relation entre le Canada et l'Union européenne? C'est certain que dans le paysage géopolitique pour les Canadiens, l'Europe est un des partenaires stables, ou en tout cas, c'est un des partenaires que l'on souhaite stable. La relation avec les États-Unis est généralement bonne, mais le retour de Donald Trump pourrait vouloir dire un retour du protectionnisme. Et comme c'est notre principal partenaire commercial, c'est sûr qu'on se pose des questions sur cette relation-là, qu'on a certaines craintes par rapport à cette relation-là. Ensuite, le Canada a également des relations commerciales avec la Chine. Et on se pose également des questions sur la stabilité de cette relation-là. On va parler d'un lien économique indéniable qu'on ne peut pas négliger, c'est le CETA. Donc ce traité d'accord économique et commercial global, il a été adopté en 2017. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça signifie? En quoi il sert ce traité? Cet accord, excusez-moi. Donc cet accord a été mené par le gouvernement conservateur canadien à l'époque. Et l'objectif était vraiment d'arriver à une diversification des exportations du Canada. Donc, il y a une partie du commerce mondial qui se développe vers l'Asie, il y a une partie vers les États-Unis, mais il était important pour les Canadiens de garder un pied en Europe et de rester, de conserver d'excellentes relations sur les chaînes d'approvisionnement entre l'Europe et le Canada. Le Canada, c'est bien connu, a toujours été un partisan du libre-échange. L'Union européenne également. C'était logique finalement, cette alliance, ce lien qu'il existe entre l'Europe et le Canada?
Oui, je pense que c'était logique. Je sais que ça fait des insatisfaits. Bon, évidemment, au moment où on se parle, il y a des gens qui manifestent à Paris, il y a des gens qui manifestent dans le domaine agricole en particulier. C'est un domaine où il y a plus de zones de résistance. Je suis inquiet, oui et non. Je pense qu'on va réussir à surmonter ces problèmes-là. Je pense que c'est surtout des enjeux qui sont internes à l'Union européenne. Maintenant, je peux comprendre aussi les agriculteurs européens. C'est vrai que si les agriculteurs européens font plus d'efforts, par exemple, pour contrer la crise climatique, et qui voient arriver des produits qui sont pas produits dans les mêmes conditions, ils peuvent avoir raison de ressentir un sentiment d'injustice. Donc, peut-être que l'Union européenne va devoir apporter un bémol à cette relation-là ou réfléchir à une façon d'accommoder ces agriculteurs. Vous l'avez brièvement abordé au début de cette interview. En juin, il y aura les élections européennes. On va donc élire les députés qui siégeront au Parlement. Ce sont les premières depuis le Brexit en 2020. Comment ces élections sont perçues au Canada ? Je vous dirais que les élections européennes sont un peu dans l'ombre des élections américaines. C'est vraiment le grand partenaire, c'est la grande source de questionnement. Je pense que la diplomatie canadienne se prépare à tous les scénarios au Sud. En ce qui a trait à l'Union européenne, c'est plus les spécialistes qui voient ça arriver. On se pose des questions évidemment sur l'arrivée de partis eurosceptiques, principalement dans le cadre de l'OTAN. Est-ce que ça va changer la mission en Ukraine? Est-ce qu'on va voir arriver des partis, par exemple, qui sont plus favorables à la Russie? Donc ça, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Le bloc de droite aussi est un bloc qui est un petit peu moins prosélyte sur les questions environnementales, sur la question climatique, etc. Et plusieurs Canadiens aiment le leadership européen en matière climatique. Donc, un gouvernement qui serait plus à droite pourrait mettre la pédale douce là-dessus et évidemment, ça pourrait avoir des conséquences. Elles peuvent avoir des conséquences sur le Canada, ces élections. Vous avez abordé très rapidement les eurosceptiques, justement. Est-ce que ça peut influer sur, par exemple, les accords commerciaux ou bien des liens diplomatiques? Je ne vois pas nécessairement de raison pour lesquelles il y aurait une instabilité à ce niveau-là. Je pense que ça va poser des problèmes et des questions intéressantes à l'intérieur de l'Union européenne, sur la question de l'immigration, par exemple. Mais déjà, les eurosceptiques et les partis de droite en Europe ne s'entendent pas entre eux sur ces questions-là. Alors, je pense que le Canada va essayer de ne pas donner de leçons aux Européens, va regarder ça et va essayer de continuer une bonne relation, peu importe la situation. Une étude a été publiée récemment par l'ECFR. Elle montre que les populistes eurosceptiques seront en tête des sondages dans 9 pays de l'Union européenne et en 2e ou 3e position dans 9 autres pays. En bref, l'extrême droite pourrait diriger pour la première fois la politique de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Il ferait partie d'une coalition, donc il ne serait pas les leaders de cette coalition-là. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Bon, évidemment, pour les Européens, ça pose des questions importantes. Je pense que les Européens, comme plusieurs États ailleurs, sont confrontés à une crise de confiance envers les institutions. Donc, je pense que les Européens, peu importe le résultat, doivent se poser des questions de pourquoi est-ce qu'il y a une telle crise de confiance, autant envers les institutions de la santé publique, des institutions démocratiques, etc. Comment est-ce qu'on peut améliorer la perception de ces institutions-là? Comment est-ce qu'on peut améliorer leur efficacité? Et à ce niveau-là, je pense que les Européens sont confrontés aux mêmes enjeux que bien d'autres personnes. Une situation comme celle qu'on cite depuis quelques minutes, ça peut dégrader les relations entre le Canada et l'Union européenne? C'est sûr que le Canada a une tradition libérale qui est plus forte, une tradition qui est très ouverte sur l'immigration. Mais ici aussi, on voit des changements. On voit un certain mécontentement populaire qui est moins... Je pense que la société canadienne reste moins polarisée que certaines sociétés européennes. Mais je ne m'attends pas à ce que les relations entre l'UE et le Canada se détériorent. Merci beaucoup, Frédéric Guillaume Dufour, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes professeur en sociologie politique à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous.
Voici une queue de castor longue d'une quinzaine de centimètres. Elles sont souvent recouvertes de pâte à tartiner ou de sirop d'érable. Cette pâtisserie, qui ressemble beaucoup à une gaufre, a vu le jour il y a plus de 45 ans au Canada. J'apprends à ne plus faire semblant. Avancer le regard droit devant. Oh, j'apprends à ne plus faire semblant. Marcher le visage face au vent. Oh, j'apprends à ne plus faire semblant. Un peu de nous pour faire de mon histoire un rendez-vous qui ramène à l'espoir. Un peu de nous, peut-être pour un soir ou pour toujours. J'irai jusqu'au bout pour qu'il reste un peu de nous. Le Canada attire chaque année des dizaines de milliers de Français. Les opportunités d'emploi y sont nombreuses et le marché canadien est également très attractif pour les entreprises françaises. J'ai rendez-vous avec Christelle Rousseau, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Zone Europe. Madame Rousseau, après les États-Unis, l'Union européenne est le deuxième partenaire commercial du Canada. Les entreprises françaises sont donc nombreuses à s'y implanter. En quoi le Canada est-il attractif alors ? Alors effectivement, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui décident de s'installer au Canada. On estime à peu près à 1 millier les filiales françaises ainsi que les EFE. Les EFE sont les entrepreneurs français à l'étranger. Donc une très belle diversité au niveau des entreprises, des tailles qui représentent plusieurs industries. Oui, la France et le Canada tissent des liens très très forts sur le plan économique, sur le plan commercial. C'est historique, hein, ça fait vraiment plusieurs décennies que la France et le Canada coopèrent ensemble. Et on voit bien que la France constitue aujourd'hui un des plus proches alliés du Canada. Alors pour répondre quand même à la question, pourquoi le Canada est attractif, il y a plusieurs raisons. Déjà, sa stabilité économique et politique. On est dans un pays sécuritaire, comme on dit ici au Québec. Il y a également, depuis 2017, les accords économiques et commerciaux globaux qui ont été signés, le fameux CETA. Et puis, on a une belle main-d'œuvre diversifiée aussi au Canada, qui est issue de beaucoup de l'immigration. Et puis, il y a une très belle qualité de vie. Et puis, après, on parle évidemment du Canada, des grands espaces, de la nature. Donc, c'est très attractif aussi pour les familles qui viennent s'installer. Pour citer quelques grandes entreprises qui se sont implantées ici, on a notamment L'Oréal, Total Energy, Sodexo ou encore Ubisoft pour le secteur du jeu vidéo. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que des grosses entreprises qui viennent et qui peuvent surtout s'implanter ici. Non, pas du tout. On a des entrepreneurs, on a des startups, on a vraiment, encore une fois, une très très grande diversité. Donc le Canada attire tout type d'entreprises, de tailles d'entreprises, d'industries différentes. Le Canada attire aussi beaucoup de start-up, donc notamment dans tout ce qui est innovation et technologie, nouvelles technologies. Donc c'est un pays qui a aussi beaucoup d'incitatifs, de programmes pour justement attirer des entreprises et des start-up pour les aider donc dans leur développement économique. Quels sont justement les secteurs d'activité, que ce soit ou les produits notamment dont on raffole au Canada ou bien des produits dont les Français sont spécialistes et qu'on ne retrouve pas forcément ici au Canada ou à Montréal? Alors c'est une bonne question. En premier, je pense qu'il y a le vin. Donc on est fort. On est encore très très fort au niveau du vin. Il y a évidemment le fromage. Donc tout ce qui touche un peu à l'agroalimentaire et attire beaucoup les Canadiens. La France est encore le pays de la gastronomie. Évidemment la mode, la parfumerie, tout ce qui touche aux pharmaceutiques. Également ensuite tout ce qui est au niveau de machinerie, d'équipements industriels, électroniques. Et puis les produits de luxe, bien entendu, puisqu'on a aussi la réputation en France, bien sûr, d'être très fashion. Donc voilà, ça attire au niveau de tout ce qui est maquillage, parfumerie et vêtements. Alors pour citer quelques chiffres, je lisais sur votre site internet que la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada compte près de 400 entreprises, dont 50%
de PME et 25% de start-up ou bien des individuels. Oui. Quel soutien la CCI leur apporte? Est-ce que c'est des conseils, un réseau ou même parfois des locaux, des bureaux? Oui, alors au niveau des services, on va avoir plusieurs types de services. On va avoir ce qu'on appelle les services appui aux entreprises. Donc ça va être vraiment pour accompagner des entreprises françaises qui ont la volonté de s'implanter, de se développer ici au Canada. Donc on va faire aussi bien de l'accompagnement au niveau de leur implantation, ce qu'on appelle l'incorporation. Sinon, ça peut être aussi des services de domiciliation, de portage salarial. On est également ici un centre d'hébergement, donc les entreprises peuvent louer des bureaux. Et puis, on a évidemment ensuite, une fois que vous êtes incorporé et que vous êtes déjà opérationnel sur place, on a toute la partie club où là, justement, on va organiser donc des événements de réseautage, de maillage en entreprise et puis faire rayonner la France au Canada. Donc, c'est très diversifié. Je pourrais en parler plus longuement parce qu'il y a d'autres services, mais pour répondre concrètement, il y a toute la partie service appui aux entreprises. Très important, c'est des deux bords de l'Atlantique. Donc, on accompagne aussi bien des entreprises françaises au Canada que des entreprises canadiennes en France. Le Canada, c'est un État fédéral composé de 3 territoires, 10 provinces. Oui. La plus grande, c'est le Québec, évidemment, qui se distingue par son bilinguisme. Donc, on parle aussi bien français que anglais dans ce territoire. Est-ce que c'est une chance pour les entreprises françaises, justement, cette différence de langage qu'on peut avoir, qu'on peut parler français, on peut parler anglais? Est-ce qu'on peut s'attaquer plus facilement à ce marché avec ça? Alors, je ferai juste un petit correctif. La langue officielle au Québec est le français. C'est au Nouveau-Brunswick qu'il y a les 2 langues qui sont reconnues, donc il y a un vrai bilinguisme. Et dans les autres provinces, c'est anglophone. Donc effectivement, oui, au Québec, le fait que le français est la langue officielle attire naturellement des entreprises françaises pour la facilité de la langue, bien évidemment. Donc oui, c'est sûr que c'est extrêmement attractif. On estime aujourd'hui que sur à peu près le millier de filiales françaises qui est implanté au Canada, il y en a à peu près 75% qui sont implantées dans le Grand Montréal. Donc c'est un élément déterminant et qui attire effectivement de nombreux Français. Au Québec, justement, le gouvernement favorise l'utilisation et l'apprentissage du français dans les entreprises. Il veut aussi renforcer la présence du français dans l'affichage commercial. Oui. Pour les entreprises françaises qui veulent s'installer, c'est une réelle opportunité? Alors oui, tout à fait. Par contre, il y a quand même il y a une réglementation très stricte, ce qu'on appelle la loi 101. Ou la loi, ce qui est la charte de la langue française. Donc, il y a une réglementation qui impose que la langue officielle, sur tout ce qui est étiquetage, tout ce qui va être également les explications au niveau des produits qu'on peut acheter, doit être en français. Et puis, le français doit être mis vraiment en évidence. Donc, en général, il est 1 fois plus gros que l'anglais si on souhaitait avoir une deuxième langue qui est l'anglais. Il y a des subtilités de vocabulaire aussi au Canada. Le pressing, par exemple, ça se dit nettoyeur. On ne dit pas faire du shopping, mais magasiner. Oui. Et au lieu de parking, on va dire stationnement. On s'y fait facilement à ça. Alors, c'est la beauté justement du Québec. C'est vrai que c'est issu de l'histoire du Québec, puisqu'on parle encore un français parisien du XVIIe, XVIIIe siècle qui effectivement a beaucoup moins évolué que ce qu'il a évolué en France. Mais c'est ce qui fait tout le charme aussi de la langue du français québécois. Donc, écoutez, au début, on peut être un peu perdu, mais une fois qu'on est habitué, ça se passe très bien. Ouais. On disait que le Canada et plus particulièrement le Québec était très attractif pour les entreprises de l'Hexagone, mais chaque année, des milliers de Français, qu'ils soient étudiants ou simplement à la recherche d'emploi, se pressent jusqu'ici. Pourquoi? Est-ce que c'est plus facile d'y trouver un emploi? On réussit mieux, plus vite? Pourquoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons déjà. Il y a effectivement la qualité de vie au Québec qui attire énormément. La langue pour les étudiants français, donc c'est une facilité pour eux. Le fait qu'il y ait quand même un environnement bilingue, donc pour les autres pays de l'Union européenne, c'est aussi très attractif. Puis ensuite, il y a des programmes. Donc, chaque pays de l'Union européenne a aussi des programmes qui vont inciter la mobilité des jeunes. Et c'est vrai que le Québec est une province qui accueille aussi très facilement les étudiants. Donc, ça donne envie de bouger. Et c'est vrai que le Québec étant quand même qu'à 8 heures de vol, ça reste pratique aussi pour l'Union européenne. Il y a un réel besoin justement de travailleurs francophones au Québec?
Alors oui, encore une fois, on est vraiment issu d'immigration, la langue officielle est le français, donc ça va effectivement attirer des travailleurs qualifiés, puisqu'on est sur une immigration qu'on dit sélective, hein, donc il faut remplir un certain nombre de critères pour pouvoir immigrer au Québec. Et effectivement, donc, c'est en fonction des besoins du marché que l'immigration va se faire. Aujourd'hui, on est à peu près sur un taux de chômage qui est un peu plus de 5%. Donc, ça reste encore un marché assez attractif, bien qu'il y ait quand même un ralentissement qui se fasse au niveau de l'état du marché de recrutement. Quel conseil vous donneriez à nos auditeurs ou téléspectateurs qui souhaitent justement venir s'implanter, travailler ici au Canada? Alors, je dirais surtout au Québec, un des pièges, c'est de justement penser que parce que ça parle français, ça va être facile. Mais comme finalement toute immigration, il y a des challenges, des enjeux, comme on dit ici. Donc, il faut avoir un vrai projet familial ou un vrai projet professionnel. En général, les deux sont très liés. Il faut vraiment se préparer. Donc, il ne faut pas croire que juste parce que ça parle français, ça va être facile. On ne peut pas transposer la même manière de fonctionner, de travailler. Le Code du travail n'est pas le même en France et au Québec ou au Canada. Donc, il faut s'y préparer. Donc, il y a tout un travail en amont. C'est là aussi où on fait de l'accompagnement à ce niveau-là, de manière à s'assurer que quand les gens franchissent le pas, ils sont aussi bien préparés. On souligne aussi que la CCI française au Canada peut aussi aider des entreprises canadiennes à venir s'installer en France également, ou bien simplement les aider à s'y développer. Dans quel secteur notamment? Est-ce que vous avez des exemples? Alors, on estime il y a à peu près 600 filiales canadiennes en France. Donc, ça reste effectivement, dans ce sens-là, très attractif pour le Canada aussi. C'est un moyen de pouvoir accéder au marché de l'Union européenne. Au niveau des secteurs d'activité, ça reste encore très diversifié. Maintenant, le Canada est extrêmement riche dans toutes ses ressources naturelles. Donc, que ce soit au niveau de l'aluminium, que ce soit au niveau des énergies renouvelables, que ce soit au niveau des minéraux. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'exportation qui se fait dans ce sens-là. Mais sinon, d'une manière générale, ça va toucher aussi à tout ce qui va être service B2B ou tout ce qui touche à la technologie. Merci beaucoup, Christelle Rousseau, en tout cas d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Et pour en savoir plus, vous avez un site internet ccifcmtl.ca. Absolument. Merci beaucoup, Merci. Mathis. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. I know that I let you down. It's too late to say sorry now. Montréal est souvent considéré comme l'un des berceaux du cirque contemporain. Vous avez sans doute entendu parler du Cirque du Soleil, fondé ici dans les années 80, tout comme l'École nationale de cirque qui forme depuis plus de 40 ans de nouveaux talents. Rencontre avec Clémence, étudiante française. Zone Europe. Clémence, bonjour. Bonjour. Pour vous présenter rapidement, donc vous avez 22 ans, vous venez de Cergy, en Île-de-France, vous avez fait un sacré chemin pour venir jusqu'ici, et vous êtes en ce moment en 3e année ici à l'École du cirque de Montréal. Déjà, j'ai envie de commencer par vous demander comment cette histoire avec le monde du cirque a commencé chez vous. Alors, mes parents m'ont inscrite quand j'étais petite dans une école de cirque loisirs. À l'époque, c'était à Vauréal, à côté de Cergy. Maintenant, c'est à Cergy. Et en parallèle, j'allais voir pas mal de spectacles, dont le festival des arts de la rue Cergy-Soir à Cergy. Et là-bas, j'ai vu que petit à petit, j'ai compris que c'était possible de devenir artiste professionnel de cirque. Et donc, ça m'a vraiment donné envie, notamment en voyant une compagnie, Accor et Accro. Et donc là, je suis allée faire un bac option cirque à Châtellerault. Et ensuite, j'ai intégré l'école de cirque de Québec 1 an. Et après, je suis venue ici. Et quand vous étiez justement encore petite et que vous voyez ces premiers spectacles de cirque, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde ? Je pense que le fait de bouger son corps, bien sûr, mais aussi genre, le partage, d'être sur la scène avec des gens et avec le public. Un beau monde de partage, j'ai trouvé.
On vous retrouve aujourd'hui ici, à Montréal, très loin de Cergy, on peut le dire. Pourquoi avoir choisi de venir étudier le cirque ici, sachant qu'il y a aussi des écoles en France plus près de chez vous? Alors je pense qu'il y a un peu juste le jeu des auditions, qu'à Montréal et Québec, c'est les premières auditions de l'année. Donc quand j'étais en dernière année à Châtellerault, j'ai postulé pour plusieurs écoles, puis ça a fait que j'ai été prise à Québec. Et après, je ne me voyais pas dire non pour aller dans des écoles en France. Je pense que j'avais envie de changer, de découvrir une autre culture, de découvrir le cirque ailleurs dans le monde. Ouais, un peu moi de changer. C'est sans regret pour l'instant? Sans regret. Une journée type pour une étudiante dans l'école du cirque, ça ressemble à quoi en fait? Alors, je pense que ça dépend des écoles. Ici, on a des cours de spécialité. Donc moi, cette année, en 3e année, j'ai 2 heures par jour de ma spécialité. Ensuite, il y a des cours de base comme musculation. En première année, on a des équilibres sur les mains, de la jonglerie. On a aussi du jeu théâtral, de la danse. C'est assez complet quand même. J'ai des cours de trampoline aussi. Et on a des cours théoriques. Comme quoi, par exemple, pour théorique? Alors, quand on arrive en 3e année, 2e, 3e année dans le cursus, on a un peu des cours de gestion de carrière, anatomie, comment apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître le métier un peu. Mais on a aussi des cours de base parce qu'on fait partie d'un programme officiel du gouvernement. Donc, on doit faire des cours de français, de philosophie, passer une épreuve de français. Voilà. Vous m'avez parlé juste avant de votre spécialité, justement. Comment ça se passe quand on rentre à l'école du cirque de Montréal? Est-ce qu'on a un tronc commun qu'on doit suivre ou est-ce qu'on va explorer, par exemple, la jonglerie, le main à main? Je crois que c'est votre spécialité. D'ailleurs, parlez-moi un petit peu de tout ça. Alors, oui, moi je suis entrée avec ma spécialité déjà. En fait, avant, à Châtellerault, je faisais de la cordelisse, quelque chose d'autre complètement. Mais je savais que je voulais être voltigeuse de main à main. Donc quand j'ai fait les auditions à Québec, j'ai mentionné que j'avais envie d'être voltigeuse. Et là, ils m'ont prise dans une année préparatoire. Donc ce qui peut arriver dans toute école préparatoire, on peut changer de spécialité. Mais généralement, après, quand on postule pour le programme supérieur, on a déjà des bases dans notre spécialité parce que c'est quand même... Ça paraît long, mais c'est quand même rapide de se former en 3 ans à une spécialité que des gens passent leur vie à faire. Le main à main, donc votre spécialité, parlez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi avoir choisi cette spécialité. Alors, le main à main, c'est des portées, donc à 2. On a un porteur et un voltigeur. Moi, je suis voltigeuse. Et je pense que quand j'étais petite, j'ai toujours été un peu la petite du groupe au cirque. J'ai toujours aimé faire partie d'un collectif et j'ai pas le physique pour porter nécessairement. Donc je pense que c'est comme cet esprit de faire des choses en collectif qui m'a plu. Puis en voyant les spectacles dont je vous parlais avant, ça m'a... c'était des spectacles où le main à main prenait beaucoup de place, les portées collectives. Donc et ça vous c'est a un peu attiré? une évidence, ouais. Chaque année, en fin d'année ici à l'école du cirque de Montréal, vous préparez et vous faites des représentations avec l'ensemble des étudiants. Dans quel but et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, pour la suite de votre carrière? Alors, c'est assez important, les spectacles de fin d'année. On a des présentations durant l'année en fin de session, qui sont comme nos évaluations de spécialité. Mais les spectacles de fin d'année, ça nous apporte un public externe qui ne connaît pas le cirque, et puis on se rappelle ce pourquoi on est à l'école, parce que sinon on a un entraînement assez individuel, très technique, et finalement on a choisi quand même de faire un métier artistique sur la scène. Donc c'est un beau moment comme ça nous prépare à notre vie professionnelle et en même temps ça nous rappelle aussi pourquoi on est là. Est-ce qu'il y a aussi un aspect de gestion de la pression dans ces événements-là? Quand vous êtes en cours en train de pratiquer, j'imagine que la pression n'est pas la même que lorsque vous faites justement ces représentations de fin d'année. Comment ça se passe? Comment vous gérez? Quels sont vos débuts avec tout ça? Oui, bien sûr, il y a un aspect de pression. Il y a toujours un stress. Comme une figure, on peut la maîtriser quand on est en entraînement, puis tout à coup, quand il faut la mettre dans un numéro, déjà, il y a le cardio qui embarque, il faut de l'endurance, parce que ça dure comme 5 à 7 minutes, des numéros, parfois. Donc,
l'aspect physique, mais aussi l'aspect de stress, évidemment, de le faire devant un public. C'est une gestion à apprendre, mais il y a aussi l'adrénaline qui rentre en jeu, donc c'est quand même un sentiment assez agréable. On l'a dit plus tôt dans l'émission, vous êtes en 3e année, ici à l'École du Cirque de Montréal, votre dernière année. Quels sont les débouchés et les opportunités pour vous à la rentrée prochaine? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez des projets? Alors, en ce moment, on prépare nos épreuves synthèse, qui sont donc nos numéros de finissants. Puis à cette occasion, il y a des compagnies qui viennent nous voir. Et en parallèle, on postule, on commence à faire notre promotion, à essayer de trouver du travail, mais c'est toujours en recherche. Il y a des gens qui ont parfois déjà des contrats et d'autres non. Et le scénario idéal pour vous? Je m'inquiète pas trop pour l'avenir. J'ai pas vraiment de scénario idéal. Je veux juste pas faire la même chose pendant 10 ans. J'ai envie d'avoir des expériences diverses et variées et riches. Quand on parle de cirque, dans le commun des mortels, des personnes qui ne connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants de ce milieu, on a souvent cette image du cirque avec des animaux, parfois maltraités, parfois maltraités. C'est très controversé en ce moment. Est-ce que, selon vous, ça permet justement de mettre en valeur votre travail à vous, les artistes, lors des représentations? Je dirais que maintenant, le cirque contemporain, bien sûr, on vient du cirque traditionnel, il ne faut pas l'ignorer, mais je pense qu'on s'est quand même vraiment détaché de ça. J'ai l'impression qu'on a plus une place de discipline artistique nouvelle qui se rapprocherait plus du théâtre ou de la danse. Donc, je ne sais pas si le fait que le cirque traditionnel soit controversé nous aide, mais en tout cas, ça nous donne la place. Je pense que le monde s'ouvre au cirque contemporain et c'est assez important. Ouais. Ça redore l'image du cirque, on peut dire? Une image qui pouvait être détériorée, justement. Une nouvelle image, en tout cas. Ouais. Une image positive, alors? Oui, je pense, j'espère. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, pour l'année prochaine? De vivre des aventures sans regret, dans le plaisir, puis dans le partage, je pense. Donc là, la prochaine échéance, c'est le spectacle de fin d'année, c'est le dernier spectacle? Ouais, exact, à la Tohu. Pas trop de pression? Non, ça va. Ça va être dans la joie et la bonne humeur. Et ben, on vous souhaite que du bonheur. Alors, merci beaucoup, Clémence. Merci. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Le destin était si audacieux. Sous les étoiles à Montréal. Je suis mêlé, je m'en mêle les pédales. Je suis tout mêlé dans les rues de Montréal. Aujourd'hui, à Montréal, je suis en amour. Je t'aime comme un fou, puis je vais t'aimer toujours. Montréal, Montréal, oublie-moi pas. Si je m'installe loin de toi. Il est temps de crisser son camp. Zone Europe, c'est terminé. J'espère que vous aurez eu autant de fun que nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. À très bientôt. Passez une méchante de bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.